Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie? Quelles sont leurs aspirations? Où puissent-elles leurs forces? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Sadou, passionnée par l'écriture. Journaliste depuis toujours, c'est une amoureuse de la langue française, en quête du mot juste, pour enrichir la communication de ceux et celles qui ont une histoire à raconter et des émotions à partager. Un jour, elle découvre par hasard l'univers du parfum qui la passionne et met en éveil son inspiration. Elle décide alors de mettre sa plume et son goût pour les mots bien sentis au service de la filiale parfum afin de révéler les épopées et les talents d'un univers encore peu connu du grand public. Je suis Isabelle Sadou, j'ai créé D'un mot à l'autre il y a maintenant 15 ans. Je suis rédactrice pour les entreprises, les hommes et les produits, sur tout support, communication et offre de formation d'accompagnement en écriture pour développer l'autonomie. Voilà, je suis une plume volante. D'accord, et tu as commencé il y a 15 ans, alors tu as toujours voulu être entrepreneuse, indépendante? J'ai commencé à me mettre à mon compte il y a 15 ans et auparavant j'étais journaliste pigiste. Donc on est déjà indépendant, on est déjà plume volant quand on est journaliste à voguer de magazine en magazine et ce que j'ai fait dès la fin de mes études. Donc cet esprit d'indépendance, je crois que je l'ai toujours eu. Donc voilà, après créer sa boîte, c'est devenir plus entrepreneuse, ça c'est le cas et ça a un peu changé la manière de travailler. Et quel est ton domaine de prédilection dans la rédaction? Alors aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit de raconter des histoires et de permettre à une entreprise sur le web en particulier, d'avoir plus de notoriété, c'est quelque chose qui m'inspire. Mais je me spécialise aussi, dans le domaine du parfum. Donc on peut dire que c'est un domaine de prédilection depuis 4 ans, dans lequel je suis tombée un peu par hasard. Il y en a qui tombent en amour pour la musique ou pour l'art, moi c'est pour le parfum et c'est un domaine qui est très inspirant. Et comment tu as été amenée à t'intéresser à cet univers? Bah, au départ, c'était, une visite pendant les vacances du Grand Musée du Parfum qui ouvrait ses portes en fin décembre 2016 et je passais un peu par là et je voulais visiter. On m'a dit: «Non, non, c'est pas encore inauguré». Bon, j'ai un peu insisté et donc j'ai suivi une visite privée et là, j'ai été plongée dans un univers, tout à fait nouveau pour moi qui racontait, l'histoire du parfum depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui avec une mise en scène impressionnante, un cadre fabuleux, des odeurs et des senteurs, un peu nouvelle. J'ai été prise dans un tourbillon, créatif et sensoriel impressionnant et quand je suis rentrée, il y avait comme une urgence, quand je suis rentrée à mon bureau, il y avait comme une urgence de raconter ce que je venais de vivre. Donc j'ai un blog, je me suis dit: «Bon allez, on y va, on raconte» et j'avais pris des photos, donc ça c'était le réflexe reportage, puisque je suis reporter aussi dans l'âme et j'ai raconté l'expérience que je venais de vivre, une expérience sensorielle, culturelle et émotive aussi parce que beaucoup de choses, étaient passées par là et puis je l'ai publié via LinkedIn, qui est pour moi un support de diffusion de mes écrits et puis là, ben, les portes de du parfum se sont ouvertes et voilà. Depuis, je ne le quitte plus et je raconte d'autres histoires de parfum. Quand tu dis les portes du parfum sont ouvertes, c'est-à-dire que tu as écrit ton article et tu as eu pas mal de retours, des gens qui sont revenus vers toi et finalement, cet univers, s'est ouvert à toi? Voilà et en fait, on a commencé par m'écrire en disant: «Ah, on aime bien cette manière de raconter le parfum, c'est un peu différent». Moi, j'en savais rien que c'était différent parce que j'avais jamais écrit, ni pour des parfumeurs, ni pour des boîtes de parfums et j'ai compris ce que ça voulait dire différent depuis, mais à l'époque, donc il y a 4 ans, 3 ans et demi, on m'a dit, voilà, c'est sympa, c'est un encouragement pour moi. Donc j'ai continué et puis, LinkedIn étant assez magique pour, élargir son réseau, j'ai rencontré, des personnes qui étaient dans le monde du parfum. Alors c'était des gens dans la formation, des gens dans la distribution, dans la création et petit à petit, j'ai également eu envie de raconter leur histoire. Petit à petit aussi, c'est créé une sorte de collection de portraits que j'ai continué à rédiger pour mon blog. On me demandait rien et je leur demandais rien. J'étais juste allée, les écouter, les rencontrer et donc depuis 4 ans, j'ai une collection de portraits de créateurs, plutôt de créatrices de parfums. Ça, je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça et ce sont des créatrices indépendantes et mon objectif, en fait, petit à petit, c'est de donner, envie au grand public de connaître ce métier de parfumeur qui est quand même un métier artistique fabuleux, qui demande beaucoup de talent
et puis de faire sortir de l'ombre les hommes et les femmes qui sont derrière ces petits chefs-d'œuvre que sont nos parfums. Voilà. Et puis, je découvre le monde olfactif au sens large aussi. Ce qui me fascine dans le monde du parfum, c'est ce côté créatif. Après, dans mon métier, ce qui me fascine dans le monde du parfum et dans d'autres, parce que le parfum étant un des univers dans lesquels je vole, je m'épanouis, c'est de donner à voir des talents, de faire révéler des pépites chez les personnes que je rencontre. Donc ça peut être des créateurs, ça peut être des indépendants, mais ça peut aussi être des chefs d'entreprise, ça peut être des dirigeants, ça peut être, toute personne qui, a besoin par l'histoire qu'il a à raconter, l'histoire des talents de son entreprise, de ses collaborateurs, a besoin de se faire connaître finalement. Et quand on a plus de notoriété, en particulier sur le web, c'est vertueux, ça attire les prospects, les clients. Donc il y a vraiment une démarche, de partage d'histoire, mais à une fin économique et business, quoi. C'est vraiment de créer du trafic, créer de la notoriété pour mes clients. Oui, d'accord. Créer de la visibilité, les faire connaître et un métier, qui est quand même, pas très connu, quoi. On connaît, l'image, dans les pubs, les médias et cetera, mais le vrai métier de nez ou, de parfumeur, on le connaît pas bien. Et toi, qu'est-ce qui te séduit exactement dans ce métier? Ce qui me séduit dans le métier de rédactrice, c'est de pouvoir, repousser les limites, des mots. Les mots ont un pouvoir sur nous et nous, on en a aussi un, c'est-à-dire qu'ils nous laissent le choix de les prendre ou pas de ne pas les prendre et en même temps, moi je passe beaucoup de temps à écrire mes articles, mes portraits, mes reportages et mes supports de communication pour les entreprises qui sont mes clientes, pour avoir le message le plus précis et le plus percutant possible et surtout celui qui répondra le plus aux besoins de ma cible, de ma clientèle. Donc ce qui est fascinant, c'est cette histoire, presque une histoire d'amour que j'ai avec les mots et plus j'écris, plus j'en découvre encore, plus je découvre leur pouvoir finalement et aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, ils sont au centre de notre communication et j'en ai fait mes complices quotidiens. Et est-ce que tu dirais que pour, bien écrire, trouver les mots justes et les mots qui auront le plus grand pouvoir, sémantique, on va dire, est-ce qu'il faut être passionné par, le sujet sur lequel tu écris? Vaut mieux. Je trouve que c'est un atout, et ça fait gagner du temps. Il est vrai que depuis que je travaille sur le parfum, j'ai une facilité, mais j'ai presque un régal à écrire. Pour moi, c'est vraiment pas difficile. J'ai pas de frein, j'ai pas de contraintes. À l'inverse, un jour, un client m'avait demandé d'écrire sa newsletter, donc il y avait un beau contrat à la clé, c'était sur 1 an, alors du coup, c'est pas un client, mais un prospect et quand j'ai vu arriver le sujet, j'ai eu presque une boule au ventre parce que je ne me sentais pas du tout alignée au sujet et pour moi, ça demandait un gros effort, intellectuel puisque je comprenais pas tout, c'était assez technique et pour cause, il s'agissait des canalisations dans les agglomérations. Alors là, j'ai un peu ri. Alors je l'ai rappelé, j'ai dit: «Écoutez, si vous avez vu mon site internet, depuis qu'on se parle un peu, vous avez vu quand même que mon domaine de d'inspiration, il est un petit peu éloigné de votre activité, donc pour être vraiment honnête avec vous, je ne prendrai pas le contrat». Et il a apprécié mon honnêteté parce que vu, les gains qui m'attendaient, c'était tentant, mais je pouvais pas. Ouais, J'étais physiquement mal. Donc plus on est passionné et c'est un peu ce que j'ai appris aussi, plus on aime ce qu'on fait, mieux on le fait. ouais, tout à fait. Et du coup, c'était important pour toi de pouvoir concilier justement, tes aspirations, personnelles, tes envies, tes goûts, à tes projets professionnels? Ah c'est essentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire que j'ai commencé dans le monde de l'art, donc il y a pas de hasard. J'ai fait énormément d'articles au début, j'ai commencé au Figaro après mes études et là, on m'a donné l'immense chance d'apprendre à écrire, d'apprendre à être journaliste, mais surtout dans le domaine de l'art où je devais rencontrer des artistes, et raconter, déjà raconter leur histoire parce qu'ils exposaient dans des galeries. Donc ça, c'est un rédacteur en chef qui m'a donné cette opportunité, je suis éternellement reconnaissante. Et c'est là où j'ai découvert que l'art, la culture, les sens, alors pour arriver au parfum, me menaient, dans un dans des univers inspirants. Après je sais, je peux écrire sur d'autres thèmes, heureusement d'ailleurs et d'ailleurs je suis passée par plein d'autres thèmes avant de me lancer, mais c'est plutôt d'avoir le luxe de pouvoir choisir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le côté financier, mais parce que mon temps et ma passion, elle est vraiment dans l'écriture d'histoires d'hommes et de femmes qui ont un point commun, c'est qu'ils ont du cœur, ils ont des choses à raconter, mais on leur donne pas tellement la opportunité parce qu'ils sont pas exposés et puis, ils méritent d'être connus, voilà. C'est ce qu'on appelle le storytelling? Alors le storytelling,
Je suis trop franco-française, j'adore trop notre langue pour tomber dans ce terme que j'utilise malgré tout parce que c'est un levier marketing, super intéressant. En effet, le storytelling, bah, par définition, c'est l'histoire en français et il y a des règles, il y a des astuces pour rédiger un storytelling. Aujourd'hui, toutes les agences de pub et toutes les marques, utilisent ce mot pour se rendre visibles et c'est vrai que, le storytelling est un moyen, on va dire, de se faire connaître. Donc moi, j'utilise le mot histoire, mais c'est la même chose. Oui, c'est en fait une histoire, pour, mettre en scène et raconter, d'une manière, logique et cohérente, le parcours de personnes et faire rêver un peu. Non seulement il y a la logique et la cohérence, mais il y a surtout, l'objectif qui est de faire rêver, et de donner envie à son lecteur de rentrer en contact, de dire: «Oh, mais cette histoire, d'abord, elle résonne en moi. Ce storytelling, je comprends où ça m'emmène. J'ai envie de suivre, l'histoire, donc j'ai envie de suivre» alors qui est l'entreprise, qui est l'entrepreneur, qui est le créateur. J'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de partager, ce que je vois et ce qui résonne en moi. Alors après, si ça passe par les images, les films, surtout dans le monde du luxe, par exemple, c'est flagrant. Bah, si le storytelling est bien ficelé, ça a un impact, incroyable et ça joue aussi sur les émotions. Le storytelling, il a quand même, comme pilier, non seulement la rédaction et l'organisation, mais les émotions. Ah oui, c'est ça, ça doit toucher l'affect des gens. C'est pas que, marketing, venez acheter, puis vous gagnerez ou du temps ou de l'argent, c'est vraiment ça passe par les émotions et donc écrire sur les émotions, ben, ça demande un champ lexical assez large, sans tomber dans le côté un peu mielleux, et restreint, que le champ émotif peut offrir et là, c'est passionnant, quoi. On repousse les limites de la rédaction. Il y a aussi un travail d'introspection où toi, tu dois essayer d'identifier un peu ce que tu ressens, quand Non, tu je travaille pas sur ce que je ressens vis-à-vis d'un parfum enfin, je le fais, pour m'amuser et je n'écris pas là-dessus. Il y a des gens qui le font très bien. Je n'analyse pas un parfum en disant: «Tiens, ça m'a donné cette émotion, donc je pense que derrière, il y a cette histoire» ou «J'ai envie de connaître cette histoire, l'histoire du parfum». Cependant, quand je rencontre, je parle de quand je rencontre un parfum, c'est un coup de cœur où il se passe rien. Donc et j'en sens énormément et les coups de cœur, ils sont très rares. Mais les coups de cœur, en fait, ils sont olfactifs, mais après moi, surtout, j'ai envie de savoir comment le créateur ou la créatrice a fait pour en arriver là. Comment elle a fait pour me déclencher cette émotion, que je ne nomme pas forcément. C'est un trouble, c'est un coup de cœur, voilà et j'ai très vite envie de savoir qui il y a derrière, plutôt que de quoi il est composé. est-ce que tu peux nous parler justement de tes rencontres de créateurs, qu'est-ce qu'ils te racontent? Qu'est-ce qui te comment justement ils créent leurs parfums? Qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur cette expérience? Souvent, je j'aborde pas l'interview de façon classique en disant, «Qu'est-ce qui vous a, attiré dans le parfum? Comment vous êtes, arrivé là?» Je les prends un petit peu de biais, en amenant une citation ou en leur demandant de réagir, sur une actualité et cetera et de fil, en aiguille, je découvre ce qui les anime. Alors il y en a qui sont passionnés, par la nature ou par certains pays, il y en a qui sont passionnés, par la chimie alors que franchement ils étaient pas appelés à ça et j'ai un fil rouge dans mon interview et au fur et à mesure, ils se confient et ils se lâchent pour dire que quand ils créent un parfum, ils ont besoin eux aussi de raconter une histoire, donc chaque parfum étant une histoire différente. Alors certains comparent ça à une partition et beaucoup, c'est un peu l'image, à mon sens un petit peu galvaudée, de comparer un parfumeur à un compositeur ou à un musicien, mais il y a du vocabulaire qui est très proche. On joue sur les notes, on joue sur le rythme, on joue sur et cetera. Quoi qu'il en soit, les créateurs et les créatrices, confient leurs sources d'inspiration et ce qui les fait aller plus loin et ce qui leur donne envie tous les matins de se lever en disant: «Il faut que je trouve l'accord parfait». Ils ont tous un rêve d'un parfum parfait et ce qui les fait avancer et en même temps, bah, ils s'appuient aussi sur des formules qui ne marchent pas, donc ils rebondissent, donc ils continuent, ils s'acharnent, ils sont dans la persévérance et c'est quelque chose qui est assez fascinant. Oui, c'est une vraie recherche créative, bah, effectivement comme un compositeur ou un peintre. Moi, ce sont des artistes pour moi. Et il y a un mouvement, de parfumeurs depuis une vingtaine d'années qui défend, les parfumeurs comme des artistes, qui veulent que ce soit reconnu comme des artistes avec des marques, avec, la protection de la signature. Par exemple, on a une signature sur un tableau, pourquoi il y aurait pas la signature sur les parfums? C'est un grand débat actuellement qui remonte régulièrement au ministère de la Culture pour dire qu'aujourd'hui les parfumeurs doivent être, reconnus et défendus comme des artistes à part entière.
C'est un combat qui continue. Ah oui, tout à fait, ouais, je suis étonnée que ce soit pas le cas d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait des sortes de copyright, C'est pour ça qu'il y a énormément de copies et énormément de parfums qui ressemblent à tous et à rien, du coup. mmh, Et moi, je suis un peu dans ce qu'on appelle l'univers du parfum de niche, qui est le parfum un peu confidentiel, qui n'est pas le parfum à grosse diffusion avec des grandes égéries et des grands panneaux publicitaires, mais plutôt des parfums de créateurs, qui se alors souvent qui viennent de grandes maisons et qui ont voulu se mettre à leur compte, ou souvent aussi qui, sont dans des entreprises, qu'on appelle les sociétés de transformation et donc qui ont un poste, qui sont salariés et en même temps, à côté de ça, qui ont envie d'avoir plus de liberté pour créer et qui créent, parallèlement ou qui se mettent à leur compte ou qui créent pour d'autres, mais sans contrainte, financière, ou de brief comme on dit, derrière lesquels le marketing met beaucoup de pression. mmh, mmh, mmh. D'accord. Et toi, quelles qualités t'ont le plus servi, dans ta vie d'entrepreneuse justement pour exercer ton métier? La persévérance, la passion, puis une qualité alors ça, c'est une qualité, mais je crois que c'est lié à c'est pas lié au statut, mais à ma personnalité, à savoir rebondir quoi qu'il arrive. Ouais. Et alors justement puisqu'on est sur les mots, qu'est-ce que tu mets derrière le mot persévérance? Alors persévérance, c'est pas acharnement, hein. Persévérance, c'est, avoir un but et se donner les moyens d'y aller, même si de temps en temps on tombe, on se fait mal, on fait des erreurs, on se trompe, mais continuer. Persévérance pour moi, ça a une notion de ne pas lâcher, de s'accrocher, de rebondir en l'occurrence comme on l'a dit tout à l'heure, voilà. Et donc je pense que quand on est cascadeuse ou à son compte, peut-être aussi dans d'autres métiers, hein, moi j'ai peu de comparaison, cette persévérance elle est comme quelque chose, en soi qui permet un alignement et on avance droit. Même si, bon, ce que je disais tout à l'heure, il nous arrive de tomber. Mais c'est comme, une béquille sur lequel il faut s'appuyer. J'ai cette persévérance, donc ça va m'aider à avancer. Bon, elle se travaille aussi, hein. Oui, ça se travaille, du coup, c'est une sorte de ténacité aussi pour, s'accrocher et malgré Oui. les difficultés de l'entrepreneuriat. Tu en rencontres des difficultés dans ta vie d'entrepreneur? Oui, oui, je rencontre et j'ai rencontré et je pense que je rencontrerai encore des difficultés et aujourd'hui, face à cette question, je me demande, bah, d'ailleurs comment j'ai fait pour y faire face. Je crois que la réponse c'est je ne suis pas restée seule. Je me suis il faut s'entourer. J'ai 2-3 amies, alors entrepreneuses autour de moi, dont une à laquelle je pense en ce moment là, Sandrine, elle se reconnaîtra si elle m'écoute, qui m'a vue, alors c'était pas des grosses épreuves, mais peut-être découragée ou un peu perdue sur, un objectif, professionnel et qui a su trouver les mots, même les questions pour justement se remettre en cause, ne jamais, trouver acquis ce qu'on a fait, la semaine d'avant. Et donc, en étant bien entourée, professionnellement, c'est-à-dire avec des gens qui comprennent nos problématiques, bah, ça aide à avancer et à rebondir, ne pas rester isolé. C'est vrai que des fois, il y a des moments de latence où, bon, bah, on a besoin de ça, quoi, parce que c'est pas toujours facile. Et alors, j'imagine qu'aussi dans ton métier, tu dois utiliser énormément ton intuition pour trouver le mot juste. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais en tant que sémiolinguiste. Voilà, où on cherche en soi, on va chercher et des fois, par intuition, on va trouver le bon mot qui va résonner, qui va être en résonance avec ce qu'on veut dire. Est-ce que toi, justement, l'intuition, tu l'utilises beaucoup? Ah oui, c'est un moteur. Et on est complices aussi, l'intuition et les mots, tout ça, c'est un sacré trio, bien sûr que l'intuition en fait, il y a même des évidences, c'est-à-dire qu'on va vers un mot et on se dit: «Bon, bah, vraiment, c'est celui-ci». Ou alors on a l'intuition que ce mot n'est pas forcément le plus adapté et donc on va chercher un autre, encore plus précis ou encore plus efficace et c'est ça que je trouve fascinant dans notre langue. Alors, je peux pas dire dans les autres langues, c'est pas le cas parce que je suis pas assez fluente dans d'autres langues. Mais j'anime également des ateliers d'écriture et plutôt que d'apprendre à écrire, avoir des techniques un peu trop formatées, je fais repousser mes stagiaires dans leur retranchement en disant: «Vous avez dit ce mot-là, moi je vous propose d'aller plus loin. Je suis sûre qu'il y a un mot qui va être encore plus précis». Donc je les challenge, j'aime pas ce mot franglais, mais bon. Et donc en ayant justement cette intuition qu'ils peuvent aller plus loin, parce que moi je sais qu'il y a d'autres mots, mais je veux pas leur donner. Et quand ils ont réussi, ils sont un peu surpris, agréablement surpris et un grand sourire. «Ah, j'ai trouvé ça». Je dis: «Bah oui, vous avez trouvé ça. C'est pas moi qui vous l'ai donné, mais je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose, que vous alliez trouver». Oui.
Donc en effet, l'intuition, c'est une autre complice. Et à côté de l'intuition, est-ce que tu utilises toi des outils qui t'aident, des fois à trouver la bonne expression, le mot juste, des mots qui se différencient, dans tes écrits, ça doit pas toujours être évident, donc est-ce que tu as des outils qui t'aident pour ça? J'ai alors, comme toi sans doute, maintenant avec le net, on a des dictionnaires de synonymes qui sont, des ressources, assez, riches. Selon les domaines dans lesquels je travaille, à une époque, je me faisais des tableaux dans lesquels je mettais tous les mots, par catégorie, donc un champ lexical. Par exemple, à une époque, je travaillais beaucoup pour une société de tourisme et une fois qu'on a utilisé, merveilleux, formidable, extraordinaire, tu vois, des adjectifs qui veulent tous dire la même chose, il faut quand même renouveler. Et donc je m'étais fait des tableaux et c'est ce que je propose ici en atelier d'écriture pour enrichir son lexique. Donc longtemps, j'ai eu un dictionnaire de synonymes sur mon bureau, maintenant il est en ligne. Mais en particulier le dictionnaire, de synonymes qui a été créé par l'université de Caen. Ah, pareil. Voilà, super et donc ça, je l'ai découvert aussi et je le donne en outil à mes stagiaires, mais ils sont alors là, c'est Noël. Ouais, ouais, non, mais c'est le meilleur. En plus, tu peux avoir l'étymologie, la définition, tu as tout, c'est hyper complet et c'est en fait, ça va très, très loin dans la langue et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je m'appuie aussi sur tu viens de le citer, l'étymologie, parce que j'ai fait du latin, 4 ans en fac et l'étymologie, elle a quelque chose, de très enrichissant, de très stimulant parce que retourner à la racine du mot, alors qu'aujourd'hui il a perdu ce premier sens, bah, fait remonter, bah, encore une fois dans l'histoire du mot et fait passer par d'autres, significations et là c'est sans fin quoi. Une fois qu'on a trouvé un mot, de cette sorte de pelote dont on tire le fil, on en découvre, plein de sens et plein de nuances, on va dire. Ouais. C'est un peu comme un curseur et le mot, tu vas à gauche, il veut dire plus ça, tu vas à droite, plus ça, plus chaud, plus froid, c'est un jeu quoi, c'est vraiment un jeu. Il y a des grandes nuances dans les mots qu'on n'utilise plus, ou de moins en moins, en tout cas pour certains mots, De moins en et qui moins, sont ouais. sympas de remettre au goût du jour. J'aime bien aussi m'inspirer des citations. J'ai pas mal de livres de citations, parce que souvent ils jouent sur les sons et puis selon l'auteur, donc la période, l'époque à laquelle elles ont été écrites, ça fait réfléchir parce qu'une citation qui a été créée par Victor Hugo n'a pas le même sens aujourd'hui et puis d'autres qui ont été écrites par Molière ont un super sens aujourd'hui et voilà, c'est de la nou je me nourris en fait, je vais pas utiliser des citations comme ça à tour de bras mais Moi, j'aime beaucoup les proverbes. La puce à l'oreille de Claude Duneton, justement, qui te redonne le sens de tous ces proverbes et que tu peux réutiliser, transformer un peu comme l'Oulipo où en fait, ils vont casser des proverbes pour en recréer des nouveaux et tu peux vraiment, là, être dans le côté créatif de la langue, quoi. Et toi, avec du recul, là, ça fait 15 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, donc 4 ans que tu es plutôt, dans l'univers des parfumeurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais, différemment dans ton activité? Ce que je ferais différemment, je me formerais plus tôt. Quand je me suis lancée, j'ai pas eu cette conscience qu'il fallait me former, donc j'y suis allée avec beaucoup d'intuition une fois de plus, de mise en réseau, les demandes, s'enchaînaient, j'étais pas encore dans le domaine du parfum donc j'ai un peu cherché, longtemps, dans quoi je pouvais, avoir une valeur ajoutée dans ce vaste monde de la communication écrite. Et heu et puis, plus persuasive, le côté commercial, je suis journaliste, donc je suis pas commerciale, mais j'ai appris à le devenir et puis, récemment, donc ces 4 dernières années, j'ai suivi des formations, courtes, et là, j'ai découvert que, bah, si je les avais eues plus tôt, j'aurais peut-être, cherché moins longtemps. Mais je regrette pas, hein, mais c'est des choses que j'aurais faites différemment. Donc si on a l'occasion, l'opportunité de se former plus tôt, ou tout en créant son activité, c'est pas mal. Et toi, tu t'es formé à quoi, alors? Bah, justement, j'ai suivi des modules de formation, format court, de techniques commerciales, de savoir, se vendre, savoir, parler à un prospect, beaucoup de pitch, savoir se présenter. Donc je suis dans de plusieurs réseaux où on s'entraîne à se présenter, donc ça s'apprend aussi. Ouais. Faire une proposition commerciale, voilà, ça c'est le rôle d'entrepreneur et au départ je l'étais pas tant que ça. C'est encore un autre métier en plus, enfin je veux dire, En plus, c'est un autre métier, voilà. être commercial de soi-même, on l'apprend pas à l'école. Ouais. Non, Donc effectivement, quand on est entrepreneur, il faut être sur tous les fronts, à la fois, comptable, commercial, être bon dans son domaine d'activité et c'est vrai qu'au départ, on peut pas être bon partout, quoi. non, voilà. Il y a des formations à être bien, à se mettre à niveau, ouais. Quel conseil tu pourrais donner, aux femmes qui aimeraient se lancer comme toi, en tant que, rédactrice? Éventuellement, j'aurais 3 conseils, c'est,
détecter une offre unique parce qu'on est chacun et chacune unique. Qu'est-ce qui fait l'unicité de mon offre? Qu'est-ce qui fait que tu es unique, que je suis unique et que chaque, prestataire est unique, donc qui fait que, du coup, on peut proposer une offre unique. Il faut, je pense, apprendre à présenter, cette offre unique avec conviction et avec cœur. La notion humaine et la notion de cœur est importante, c'est-à-dire qu'on on aime bien ce qu'on fait bien et on fait bien ce qu'on aime bien, donc plus on est convaincu, même passionné par ce qu'on fait, plus on saura le présenter, et plus cela rendra l'offre unique et attrayante. Et puis, une chose que j'ai apprise aussi, et que je conseille, c'est ne pas, s'épuiser à vouloir, toucher tout le monde ou à vouloir avoir plusieurs offres. Ce côté, unique, offre unique, qui répond à une attente du marché est importante. Et souvent, quand on se lance, on pense qu'on peut faire plein de choses en même temps et toucher beaucoup de monde, c'est une erreur. Ça, c'est un des fruits de 15 ans de travail, indépendant. Voilà, ça peut être 3 conseils éventuellement que j'ai notés aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Enfin, c'est important de se positionner en étant vraiment soi-même, en étant, authentique et en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on est. Et puis après savoir aussi, se démarquer, être sur, sa niche et pas, viser trop large. Il vaut mieux, avoir une cible bien définie plutôt que de taper large et puis finalement avoir personne. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? J'avais commencé par parler d'alignement, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être la maturité parce que je dirais peut-être pas ça à 25 ou 30 ans, mais d'être aligné, comme ce que tu viens de dire, entre ce qu'on aime faire, ses valeurs et ce qu'on veut proposer. Et donc c'est une espèce de cohérence, intérieure à trouver qui est un peu le moteur de cette posture d'entrepreneuse ou de cascadeuse. Donc quand on a trouvé cet alignement, ben c'est vraiment stimulant et c'est se souvenir que cet alignement est une énergie intérieure qui permet d'avancer, même si, on disait tout à l'heure, on peut avoir des phases de découragement et cetera. Mais si on s'accroche à cette image, ça peut aider. Mmh. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast sur votre plateforme d'écoute et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'appli d'Apple Podcast et de laisser un commentaire pour faire vivre et grandir les cascadeuses.